Michel. Ça va? Dans Home Cinéma, je reçois le réalisateur multi-oscarisé Michel Hazanavicius. Michel Hazanavicius a débuté dans les couloirs de Canal+, en collaborant avec Les Nuls d'Alain Chabat et de Dominique Farrugia. En réalisant Le Grand Détournement sur base d'extraits de vieux films et de dialogues détournés, il pose les bases de son futur style, un style nourri de références entre hommage, pastiche et ironie à l'histoire du 7e art. Ce sont les deux OSS 117 qui le révèlent au grand public, mais rien ne le prépare à ce qui va suivre, à savoir le triomphe planétaire de The Artist, record absolu de récompense pour un film français. Après Jean Dujardin, c'est aujourd'hui à Omar Sy qu'il donne la vedette dans Le Prince oublié. Le réalisateur nous présente son nouveau projet avant que je ne revienne avec lui sur son incroyable parcours. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince de ses histoires. Alors on était où déjà? Le prince s'est endormi à côté du coffre magique. Ah voilà, c'est ça. C'est vraiment un film familial. Moi, je pense dans l'esprit un peu des Pixar. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Le thème, c'est c'est un père qui doit accepter que sa fille grandisse peut-être. C'est plutôt une comédie, mais c'est pas une comédie agressive type OSS ou c'est plutôt c'est un film assez touchant, je trouve. Début de l'histoire dans 2 minutes. Ce monde imaginaire n'appartient qu'à eux. Et dans toutes leurs aventures, peuplés de chevaliers, de dragons et d'éléphants géants, Salut Hugo! il sauve sa princesse. Et ça, jamais ça ne changera. Jamais. Tout ça roule très bien jusqu'au moment où la fille rentre au collège, la petite, et puis elle veut plus qu'on lui raconte d'histoire. Et donc ce monde, ça devient un peu la panique. Tout d'un coup, il y a plus d'histoire, quoi. Donc il faut qu'il retrouve sa place, etc. Et dans le vrai monde, le père doit accepter que sa fille grandisse, et notamment qu'elle fréquente un petit gars. Comment ça, pas d'histoire? Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toute seule, mes histoires, maintenant. Monsieur, vous pouvez pas entrer, l'histoire va commencer. Pardon? Le prince va arriver. Je suis le prince. Il arrive. C'est quoi ça? Tu m'en veux pas? Bien sûr que non. Bonne nuit. C'est un film cool. Moi, pour moi, c'est vraiment un film cool. Tu vas avec tes enfants, t'es hyper content, il y a du cinéma, il y a des... Voilà, Tu il refais y a le du film avec spectacle. Schiffman, encore à la photo? Ouais, exactement. Tu peux m'expliquer ça? C'est tout de moi? Tu regardes pas mes Je textos? fais ce que je veux, je suis ton père! Vous y connaissez en fugue? Vous êtes un super papa, mais faut bien la laisser grandir. Et toutes ces histoires, alors pour finir oubliées? La princesse est en danger, il faut que j'y aille! J'ai toujours entendu parler de toi parce que j'ai toujours travaillé un peu, pas dans ton sillon, mais dans une espèce de périmètre. C'est-à-dire que tu travaillais à Canal+, je travaillais à Canal+ aussi, et j'entendais parler de toi. Je me souviens, donc tu as beaucoup travaillé avec Les Nuls. Ouais. À l'époque, Patard et Aubier, que tu dois connaître, Pic-Pic et André, Panique au village, Ouais, bien sûr. faisaient des détournements de films de Jean-Claude Van Damme avec des voix belges, et on rigolait beaucoup de ça, et jusqu'au jour où quelqu'un nous a parlé de La Classe américaine et du Grand Détournement. Comment t'en es venu là? Au tout début, moi, je suis pote avec Farrugia, mais pote de quartier, quoi, avec Dominique Farrugia. Et puis, en fait, lui, il rentre à RTL, puis Canal+, et puis il me fait rentrer comme stagiaire. Et puis, donc, je commence à travailler avec Les Nuls. Et donc là, j'ai vraiment énormément appris avec eux. Et donc, je les ai vus travailler. J'ai vu à la fois la rigueur, l'extrême sérieux. C'est-à-dire que l'humour, c'est pas juste... des potes qui font des vannes, parce que des potes qui font des vannes, c'est hyper marrant, mais je veux dire, c'est pas tout à fait pareil que d'en faire un métier et tout ça. Donc, vraiment, oui, j'ai beaucoup appris. Il y a un esprit, et puis il y a un esprit qui est très particulier. Ouais, il y avait un esprit, et puis une manière de réfléchir, une manière de voir les choses autrement, en gros, quoi. Regardez-moi ce gras. Ça fait 25 ans que j'essaie de le faire partir avec une lessive ordinaire, sans jamais y arriver. Heureusement, grâce à Ariel, nouvelle formule, plus grand et plus lourd, mon gras s'en va. Toi, t'es con, tu m'as fait super mal. Et à la fin de la 2e année de Les Nuls de l'émission, il y a un producteur qui a proposé un film de détournement à Chabat. Et Chabat a dit, lui, il était épuisé, il dit, bon, moi, non, moi, ça m'intéresse pas, mais
ce gars-là, parce que je m'occupais, moi, des images détournées dans le faux journal. Et du coup, voilà, il a donné mon nom et je me suis retrouvé à faire, au début, donc c'était un truc de commande, un petit truc d'un quart d'heure pour, voilà, pour Canal+, à base de séries. Donc ça s'appelait Derrick contre Superman. Et voilà, donc on a fait ça, extrêmement déconnant, potache et tout ça. Puis en fait, ça a un peu cartonné, donc on nous en a proposé un autre, puis un autre. Et Jusqu'au long métrage, en fait. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Et ce serait infaisable à faire aujourd'hui, avec les problèmes juridiques, de catalogue, etc. Enfin, c'est quand même une époque où c'était plus faisable, non? Tu crois que tu pourrais refaire ça aujourd'hui avec les problèmes juridiques? Non, alors ça, non. Mais oui, c'était plus branquignol, en fait, à l'époque. Il y avait un truc, par exemple, pour faire ça, le type de Warner, qui s'appelait Michel Lecourt, est parti à Burbank. Ouais. Il a vu le patron de la Warner. Il a dit, voilà, on fait une émission anniversaire pour les centenaires, hommage pour le centenaire du cinéma. Donc on voudrait utiliser des images du catalogue. Le mec a dit, bon, ok, faites ça. Et donc il a eu une espèce de pauvre papier comme ça. Mais jamais il a été question de changer les voix, de faire péter John Wayne, etc. Pas du tout, le mec. Donc je pense que si le mec voyait ça, il aurait une attaque. Vous savez ce que vous mangez là? C'est du steak avec des boulettes entre les doigts de pied. Ça a un bon goût? C'est très agréable, monsieur, je vous remercie. Et quand ils ont vu le truc fini, et vu que ça a un peu cartonné tout de suite, ils ont dit on enferme, c'est fini. Plus personne c'est pour ça que le film n'est pas sorti en salle, enfin pas de cette manière massive. Oui, bien sûr. Non, mais le film n'est jamais sorti. Il a eu donc les diffusions à l'époque, je crois qu'il y avait 6 ou 7 diffusions. Il a eu les diffusions Canal, et après ça a été que du underground, quoi. Et ce qui, à mon avis, participe complètement au statut culte du film. Moi, ce que je vois, c'est que dans 2 secondes, je vais te botter le cul. Bon, écoute, tu peux faire tout ce que tu veux, mais évite de marcher sur mes chaussures en suédine bleue. Et après cette aventure, en fait, ce qui se passe, c'est que tu gravites un peu autour de tous ces comiques, de cette vague comique 90 de Canal+, Eric et Ramsey, Chabat, enfin toute cette bande-là, Farrugia, bien sûr, et... Comment tu te projettes, en fait? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te projettes déjà dans le cinéma, parce que c'est à l'époque où ils commencent tous à faire leur premier film, ou est-ce que tu dis, je vais continuer à la télévision? C'est une espèce d'âge d'or où Canal+, il y avait plein d'argent, plein de trucs, et puis on pouvait essayer plein de choses, et finalement, c'était pas impensable de faire un premier film. Donc je suis parti en vacances, pour le coup, au Mexique, et puis j'ai écrit un film en me disant, bon, on verra bien, quoi. Et puis Farrugia le produit, donc on trouve... pas énorme, mais on trouve quand même assez pour le faire. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon premier film, et qui n'a pas du tout marché, mais pas du tout. Pendant la post-production du film, j'ai fait une pub, et cette pub a eu un prix à Cannes, au Festival de Cannes de la pub, un lion d'argent, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai pu faire plein de pubs, et donc j'ai gagné ma vie. Et du coup, je me suis mis à écrire. Et je suis bon, je garde 6 mois par an pour faire que de l'écriture. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ta rencontre avec les frères Altmayer, qu'est-ce qui se passe? On développe le OSS avec Jean-François Alain seul à l'écriture. Ils sont en train de produire Brice de Nice, donc très vite, ils se disent « Ok, donc c'est lui, donc c'est Dujardin ». Et puis une fois qu'ils sont prêts, ils vont à la recherche d'un réalisateur. Et là, ils en font quelques-uns, je crois 4-5. Il y avait qui? Tu peux le dire maintenant. Non, je crois qu'il y avait Decaune, je crois qu'il y avait Chabat, puis bon, peut-être d'autres, en fait, je sais pas. Et comment le projet arrive jusqu'à toi? Par Jean-François Alain, qui montre mon boulot à Jean Dujardin, voilà, ça lui plaît, il y a plein de pubs qu'il aimait bien et tout ça. La production te valide sur base donc de ton travail de publicité et... Ouais, et puis bon, on s'est rencontrés, etc. Et puis sur base aussi que je dis oui, hein, c'est que les autres avaient dit non. Hein, c'est-à-dire Bah oui, les autres réels, moi c'était pas une compète, hein, ils ont tous dit non. Ah d'accord. Et à la fin, ils font un peu les fonds de tiroir. Ils arrivent à moi, mais par comment dire, ils ont vraiment descendu l'escalier, quoi. Michel, comment ça se passe avec Dujardin? Parce qu'il y a une rencontre quand même qui est... Après, il y a l'antécédent de Brice de Nice, il est aussi incroyable dans Brice de Nice. Mais dans ce personnage-là, dans ton univers, il y a quelque chose qui s'envole, quoi. Avec Jean, en fait, on s'est très vite entendu sur nous, la clé, ça a été justement les voix françaises de doublage. Ça a été vraiment l'angle de truc. Donc, c'est-à-dire vraiment la voix de Clint Eastwood, par exemple, dans les Sergio Leone. C'est un phrasé qui est très, très particulier. C'est une manière de parler. Tu sais, à l'époque, en fait, ils n'avaient pas ce qu'on appelle les bandes rythmo. Ils avaient un texte, et puis ils montaient comme ça, et puis... D'accord. Voilà. Donc, ils avaient une espèce de voix comme ça qui était toujours prêt à partir. Mais avec
une manière de parler complètement arythmique, parce qu'il devait se caler sur les lèvres. Donc c'est hyper bizarre comme manière de parler. Donc on est parti de ça. Sinon, pour revenir à ce que vous disiez là sur la situation en Égypte, le développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin, s'il n'y avait pas les Occidentaux, hein. Plaît-il? Ben rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, quand on voit le bazar que c'est dans la rue, moi je vous dis ça, c'est en toute amitié. D'abord, c'est l'avènement de Dujardin, je dirais, en premier lieu. Il est, comment dire, tout d'un coup, ça devient... C'est le nouveau Belmondo, quoi. Tout le monde... Oui, exactement. C'est-à-dire, autant... Alors, Brise de Nice, c'est un plus gros carton. Ça fait plus de 4 millions d'entrées, etc. Mais il n'y a pas un succès critique démesuré, quoi. Avec OSS, il met tout le monde d'accord. Lui, à titre personnel, il met tout le monde d'accord. Et puis tu rencontres Bérénice Bejo, qui devient ta femme. Exactement. Tu la rencontres, en fait, sur ce film. Alors, bibliquement, je la rencontre après, mais dans la vraie vie, on se rencontre sur ce film. Ouais. La pyramide de Képhren sera notre tombeau. Tout ce qu'on retrouvera de nous dans 150 ans, ce sera nos squelettes. On est emmurés à vie, condamnés à manger nos doigts, nos pieds, nos vêtements, puis on va tous crever. Vous venez, Larmina? J'ai vu plein d'actrices et elle arrivait à la fin et elle a plié le truc direct, quoi. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'elle avait quand même un peu de métier pour une jeune actrice. Elle avait un peu de métier, elle avait un visage qui était... en fait, elle comprenait le truc de l'époque. Elle avait cette culture. Son père est ultra cinéphile, mais ultra cinéphile. C'est Wikipédia du cinéma. Donc, elle a baigné dans... En fait, elle a voulu faire du cinéma pour faire des vieux films. Mais donc, c'était pas possible. Elle a plongé dans ce bain-là. Voilà, elle a tout de suite su comment porter une robe de l'époque, comment se tenir. Je suis en quelque sorte votre miroir. Eh bien, dites-moi ce que j'y vois me ravit. Je suis très belle ce soir. Cette robe épouse parfaitement mes formes somptueuses avec le soupçon de pudeur qui convient. Là, tu démontres clairement que t'es un putain de metteur en scène. Ah bah écoute... Non mais c'est vrai, c'est vrai, Michel. En tous les cas... Le film ouais. est imparable. Ouais. Il a une cohérence artistique de A à Z. Oui, moi en fait, l'idée, c'était de dire... Mais quand je te disais que j'avais appris comment dire, de la classe américaine, pour moi, tout ça vient de la classe américaine. C'est-à-dire de dire, le plus on a un cadre premier degré fort, le plus le dérapage et la connerie aura de la dynamique. Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bramar. On peut avoir une deuxième chance? Qu'est-ce qui t'amène aux deux? Est-ce que c'est... on te dit, il faut faire le 2, il faut faire le 2. Est-ce que c'est faire le même film, mais plus cher, en gagnant plus d'argent? Non, pas du tout. Ou est-ce que c'est une volonté d'aller plus loin dans le personnage? Non, en fait, quand on finit le 1, on sent qu'il y en a encore plein, en fait. On en a sous le pied, en fait. Je sens qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait aller plus loin, on pourrait en faire d'autres, etc. En plus, le premier se passe dans le monde arabe, donc il y a beaucoup de vannes sur les Arabes, il y a un peu de vannes sur les Juifs, etc. Et je me dis, ouais, pas mal, enfin, un truc sur les feuilles, pas mal. Étant juif moi-même, je suis très, très décontracté, donc je me dis, ouais, il y a quand même de quoi faire, ce serait pas mal d'avoir un bon antisémite bien con. Êtes-vous disposé à travailler avec le Mossad? Le Mossad, les services secrets israéliens. Dame, rechercher un nazi avec des juifs, quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va les reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. Et tu t'amuses toujours autant quand tu fais le 2? Bah, plus parce que d'abord, je suis au tout début de l'écriture, et donc et puis, ouais, je mets des trucs peut-être même plus perso, et puis j'ai vraiment la musique de Dujardin en tête, et puis on se connaît, puis il y a un plaisir d'y aller. J'espère que vous n'êtes pas trop désappointé, je n'ai pas pu tuer tous les Shintok. J'en suis désolé. Je sais que vous détestez tous ces bouffeurs de riz. C'est qu'ils sont récalcitrants, ces faces de quetch. Avec The Artist, tu proposes quand même un film qui est complètement radical. Tu proposes un film en noir et blanc, muet, en hommage au cinéma muet de l'âge d'or du cinéma muet, qui flirte même avec la comédie musicale. Comment te vient cette idée? En fait, j'aime beaucoup les réalisateurs qui ont commencé dans le muet. Alors, les Hitchcock, les Walsh, Ford, et il y a une écriture visuelle, purement visuelle. Et je me dis, ils ont vraiment une écriture que tu reconnais un truc, où à un moment donné, les mecs, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin des dialogues, mais les dialogues, c'est les dialogues. C'est pas fait pour raconter l'histoire.
J'avais Thomas Langman, en fait, qui piaillait comme un petit diable. Il voulait que je fasse Astérix, il voulait que je fasse Fantomas, il voulait que je fasse des comédies, des trucs, des machins. Et il m'a proposé, je sais pas, 60 fois Fantomas. Puis un jour, je l'appelle, je lui dis, écoute, je veux bien te faire Fantomas, mais je te le fais muet, noir et blanc, 1905, voilà, comme à l'époque, le mec en frac. Puis après, il me dit, non, mais je peux pas, en fait, je peux pas vendre ça à des chaînes de télé européennes et tout, c'est pas possible et tout ça. Puis il me rappelle, il me dit, bon, si jamais tu veux faire un film muet, dis-moi, moi, je veux bien t'accompagner. Et Dujardin, il accepte tout de suite ce projet parce que j'ai entendu qu'au départ, il refuse, il a peur, il hésite et puis il revient. Enfin... Donc moi, en fait, je l'appelle, je lui dis bon, voilà, je travaille sur un film muet. Il me dit bon, il dit oui, mais bon, il en sait rien. Il me dit ok, super, voilà. Puis quand il lit, il trouve ça hyper bien, mais je crois qu'il a eu un peu peur parce que d'abord, lui, c'est un acteur qui travaille énormément sur le texte. Il fait ses gammes sur le texte. Là, il y a pas vraiment, il a pas d'accroche, je pense. Et puis, il venait de faire le film de Blier, le film de Nicole Garcia, voilà. Et puis, donc, dans son entourage, on lui disait, bon, il faut faire une comédie, Donc là, ça faisait vraiment cinéma, auteur, relou, trop, quoi. Et, comment tu le convaincs? Il y avait un truc autour de l'idée de dire, écoute, tout le monde me dit que ce film est infaisable, tu vas pas te mettre avec tout le monde, quand même, pour... voilà. Par ailleurs, les gens qui mettaient de l'argent, je peux le dire maintenant, n'étaient pas du tout paniqués à l'idée que Dujardin ne le fasse pas. Au contraire, c'est-à-dire qu'ils disaient... On prend un avion, on va à Los Angeles, on trouve un acteur américain, on en fait un film international. Tout de suite, beaucoup parce que Dujardin, à ce moment-là, c'est un acteur adoré en France, mais comme tous les acteurs français, très français, quoi. Ce que tu tires de Dujardin, c'est prodigieux. Enfin, dans ce film-là, encore plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire que t'en fais une icône de cinéma. C'est Douglas Fairbanks, d'un coup. C'est Valentino, quoi. C'est vraiment, d'un coup, c'est une vraie icône. Moi, j'ai toujours pensé que Dujardin était un des rares acteurs, ou des quelques acteurs, disons, qui sont très bons en plan serré et en plan large. C'est-à-dire qui savent avoir un truc un peu intérieur et retenir un peu et voilà, et être plus profond, mais qui savent se servir de leur corps, et c'est pas évident. Bérénice, elle a ça aussi. Bérénice, elle a un truc, puis elle a complètement lâché. Elle a fait... En fait, moi, pendant l'écriture, j'étais tout le temps fourré à la cinémathèque, on regardait plein de films muets, etc. Et donc, elle a eu un travail comme ça elle s'est imprégnée de ce truc-là, de la gestuelle. Oui, elle s'imprègne de Dietrich. John Crawford, Dietrich, de toutes ces actrices-là. Et donc, elle a ressorti un truc, je trouve, vraiment qui est lumineux dans le film. On pourrait parler longuement du tournage, mais je me souviens d'être à Cannes, dans les bureaux de La Petite Reine, et je me souviens du deal avec les Weinstein, qui est un deal honnête, hein, je ne vais pas révéler les chiffres, mais... Est-ce que tu t'attendais quand même... Il est plus honnête pour lui que pour nous. Oui, hein. tu parles, c'est quand même incroyable. Est-ce que tu t'attendais quand même à cette carrière? Parce qu'au départ, le film finit et sélectionné à Cannes, mais hors compétition. Et je me souviens que Thomas Langman faisait des pieds et des mains. J'imagine que toi aussi, pour convaincre le film d'aller à la compétition, ce qui a été le cas. À partir du moment où Thomas a dit « OK », il s'est convaincu que c'était la bonne truc. Effectivement, il a été monomaniaque comme il peut être, tu vois, hyper pushy, tout ça. Et il m'appelle tous les jours, faut appeler Frémaux, et tout ça, machin. Harvey Weinstein a vu le film juste avant Cannes. Donc moi, c'était un peu une légende. Weinstein, c'était une espèce de mogul comme ça du cinéma. Et effectivement, là, il y a un truc qui a commencé, une machine, mais vraiment une machine qui a commencé à se mettre en route. C'est la machine Weinstein, en fait. Ouais, exactement. Qui est, je pense, la machine d'un distributeur américain. J'imagine que Sony Classics, c'est à peu près pareil. Non, mais les Weinstein ont quand même... Hervé Weinstein a quand même, enfin à l'époque, parce qu'aujourd'hui... non, très volontaire. Voilà, c'est vraiment une machine qui était... De guerre. Voilà, et puis il a amené beaucoup de films au plus haut. Ouais, complètement, ouais. La fin de l'histoire est quand même assez incroyable. Tu termines avec 5 Oscars. Ouais. 5 Oscars pour un film dont personne ne voulait, qui consacre Jean Dujardin, toi-même.
la musique, le film. Enfin, vous revenez à Paris en héros. Oui. T'es vraiment au top. Au top du top, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde se dit bah, il va faire une carrière américaine. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? C'est vraiment à la croisée des chemins, quoi. Et à ce moment-là, ce que j'avais vraiment envie de faire, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un film autour de la Tchétchénie, de ce qui s'était passé en Tchétchénie. Pourquoi? Parce que c'est une correspondance à ta propre histoire familiale ou pas? Par ricochet, oui. Ouais. C'est-à-dire, moi, ma propre histoire familiale, c'est plutôt la Shoah. Ouais. Et c'est plutôt... Donc, les Tchétchènes, c'est des musulmans. Et je me dis, mais si je ne fais pas ce film maintenant, au moment où, justement, je peux tout faire, je le ferai jamais. En général, quand un réalisateur s'intéresse à un conflit, que ce soit, je sais pas, le Rwanda ou la Yougoslavie, etc., pour avoir de l'argent, on est obligé d'avoir une vedette. Et pour avoir une vedette, il faut qu'il ait le rôle principal. Et donc, on a toujours le point de vue occidental, et les gens dont on veut parler sont toujours un peu des figurants, ou sont toujours un contexte, sont toujours le décor. From the beginning, the testimonies have been about absolutely inhuman violence. Whole villages are being destroyed. Whole families are just wiped out. Qu'est-ce qui t'a amené à faire un film de guerre? D'abord, il y a une injustice historique. C'est-à-dire qu'il y a... la guerre est toujours racontée, ou l'histoire est toujours racontée du point de vue de ceux qui l'ont gagnée. Les vaincus ont rarement droit au chapitre. Il y a très peu de films pro-nazis sur la Seconde Guerre mondiale. Et on ne va pas s'en plaindre, mais c'est comme ça. En revanche, les Tchétchènes ont perdu la guerre, et c'est vrai que leur point de vue n'a jamais été raconté. Or, c'est pas toujours les gentils qui gagnent les guerres, et là, je pense qu'il y a une injustice profonde sur la manière dont cette histoire a été racontée. Et encore aujourd'hui, quand on parle de Tchétchènes, le premier mot qui vient aux gens, c'est plutôt terroriste plutôt que victime. Ça, c'est le premier truc. Après, c'est ce que je pense avoir essayé de faire un peu différemment, c'est de faire un film... Tu dis de guerre, disons, qui ressemble à un film de guerre, mais qui est tout sauf un film de guerre. C'est-à-dire, la guerre est un élément du décor, mais c'est vraiment un film à échelle humaine. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de fascination pour la guerre. What should the European Union be doing first? Everything is urgent. The people need everything. Tu veux venir? Une des difficultés du film, je pense aussi, c'est le mélanger des actrices, en l'occurrence, ouais. Les acteurs auraient été pareils, mais qui sont quand même très fictionnelles, c'est-à-dire Bérénice comme Annette Bening, c'est des actrices quand même assez glam. Identifiées en tout cas, et dans une forme documentaire. Exactement. Ouais. Donc il y avait ce truc-là. Mais ça faisait un peu partie de ce que je voulais essayer. Mais comment tu sors de cette histoire? J'imagine que sonner, très sonner parce que, bon, j'arrive de très haut, et puis tout d'un coup, bam, j'atterris très bas. Donc, après, maintenant, je me dis, c'est cool, c'est bien, parce que je suis retourné à Cannes avec le film d'après, Le Redoutable, le film sur Godard. J'ai été tranquille, je me suis dit, il ne peut plus trop rien m'arriver, quoi. C'est toi, Godard? Arrêtez de me dire que je suis Jean-Luc Godard, je ne suis pas Jean-Luc Godard. Voilà, il n'existe pas ce Jean-Luc Godard dont vous parlez. Moi, je fais semblant d'être Godard. Ça a fait vraiment écho à plein de trucs chez moi, quoi, vraiment. C'est quoi? L'époque, et puis mai 68, et puis l'idée de la révolution, et puis l'idée de l'engagement politique et tout. Enfin, tout d'un coup, il y a une évidence pour moi les thèmes qui convergeaient autour de ce personnage hyper iconique, etc. Alors évidemment, quand j'ai dit ça à Bérénice, elle m'a dit « Ah non, touche pas à Godard, ils vont te tuer, quoi ». Et du coup, j'ai exposé ça, j'ai dit « Ouais, mais bon, ils l'ont déjà fait, donc c'est cool, en fait. Je trouvais ça plutôt marrant. » Regarde, là, par exemple, j'ai envie de marcher en arrière. Eh ben, je marche en arrière. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ce que les autres ne font pas. Tu comprends? C'est ce qui ne se fait pas qui m'intéresse. Tout ce qui est interdit, tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse, puisque personne ne le fait. Sauf toi, parce que toi, tu es le grand Jean-Luc Godard. J'aimais bien l'idée que la forme lui rende hommage aussi comme artiste, parce qu'il a inventé des formes. Il n'y a pas tant que ça de réalisateurs qui ont inventé des formes. Et donc, je voulais lui rendre hommage, le film entier lui dit quand même que je l'aime. Ali Baba et Virginia Woolf. Le jeu de l'amour et d'un curé de campagne. 24 heures dans la vie du monde en 80 jours. Le songe des 1001 nuits d'été. L'irrésistible ascension des 3 petits cochons. Perdu. Les 3 petits cochons, c'est pas un livre. Ah bon? Je me demande bien ce que c'est alors. Un opéra? Non, mais c'est un conte. On n'a pas le droit au conte. Tu changes toujours les règles. Oui, je change toujours les règles, oui.
Et alors? Bon, Michel, bon vent à toi. Merci, ça a été un Merci plaisir. beaucoup, Ça a été merci. vraiment un réel plaisir de t'avoir dans cette émission. Merci, c'était très agréable pour moi aussi. Here's Marshal Jojo. You're our top man. Prepare to leave the house. Today, you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. When I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble. Kids, it's time to burn some books. Jojo Rabbit est un enfant allemand qui a pour habitude de se réfugier auprès de son ami grotesque et imaginaire Adolf Hitler. Le film réalisé par le néo-zélandais Taika Waititi s'est vu attribuer 6 nominations aux prochains Oscars, dont celle de meilleur film, meilleur scénario adapté et meilleur second rôle féminin pour Scarlett Johansson. معناها تعب من الحبس مش مني نحكي هكا في جرتك نقلنا 3 مرات في عام راه ريحتك تشتغلي على اللي قدام الناس الكل سامحني اختي استعينت الجلسه 4 أيام اخرين راجلك في باله. L'injustice de la loi sur l'adultère en Tunisie est au cœur du film de la belgo-tunisienne Inde Boudjema, un récit qui tient en haleine porté par l'interprétation d'une grande justesse de la comédienne Hind Sabri et qui invite à ne pas céder au désespoir mais au contraire à rêver plus fort. La cérémonie des Magritte, récompensant les talents du cinéma belge, c'est samedi prochain, 1er février. Et pour cette édition particulière, la 10e, le Magritte d'honneur sera décerné à la comédienne Monica Bellucci, la plus francophone et francophile des actrices italiennes, star incontestable et qui était mon invitée il y a quelques mois. Juste pour vous, un extrait inédit de Home Cinéma. Comment vous vous projetiez par rapport au cinéma et toutes les grandes icônes du cinéma italien ? Avec le rêve. Je crois que tout commence par le rêve. Moi, je pense que déjà quand j'étais petite, je rêvais de devenir comédienne. Du coup, moi, je suis le produit de mon propre rêve, comme beaucoup de monde, je crois. Du coup, je pense que tout commence par là. Voilà, cette émission est terminée. En attendant, vous pouvez revoir... Non, on se retrouve le mois prochain. Ok. Voilà. Cette émission est terminée. On se retrouve le mois prochain. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV. Salut.